Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver après une petite pause. Je gardais Monsieur Nouki pendant quelques temps et j'avais pas forcément la tête à faire des vidéos. Aujourd'hui, je vous parle doucement. Aujourd'hui, je vous parle de cette idée de perfectionnisme et ô combien de fois j'entends des élèves me dire mais en fait, moi je suis comme ça quoi. Je suis perfectionniste, j'ai toujours envie d'avoir le contrôle sur tout et ou alors je suis anxieux ou anxieuse par exemple. Et aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur le côté perfectionniste parce qu'en fait, personne ne naît perfectionniste. Il y a pas de gène perfectionniste, il n'y a pas de gène cancer, il n'y a pas de gène anxieux. D'accord. La théorie génétique, elle a fait ses preuves pour expliquer plein de phénomènes en termes de reproduction, en termes d'adaptabilité à notre environnement, mais c'est pas une fatalité. Quand il y a énormément de recherches aujourd'hui qui montrent que c'est pas parce que on a comme une hérédité de diabète par exemple qu'on va forcément à 2 milliards de pourcents sûr développer le diabète nous-mêmes. D'accord. Finalement, comme l'environnement, le mode de vie, les choix que nous faisons et ce qu'on appelle l'épigénétique, qui est au-dessus de la génétique, va impacter davantage que juste avoir ce code-là et cette potentialité dans notre ADN. Donc ça, c'est tout un autre sujet, je pourrais en faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Mais cette idée que voilà, je suis perfectionniste, je suis quelqu'un de contrôle, dans le contrôle, je suis quelqu'un d'anxieux ou anxieuse. Il y a comme quelque chose où on s'attache, on s'identifie, on fusionne avec ce trait de caractère, entre guillemets, ou ce trait de comportement. Et en fait, j'ai vraiment envie de vous inviter à considérer ça comme un comportement qui est juste là parce qu'il s'adapte à des besoins qui ne sont pas nourris. Okay. Prenons un exemple dans une famille parfaite, idéale, où les deux parents sont à 100% présents la plupart du temps, les deux parents, ou peu importe le sexe des parents, l'orientation sexuelle, le genre, peu importe si voilà, y en a plusieurs ou qu'un seul, mais en tout cas les personnes qui prennent soin de l'enfant sont à 2 milliards de pourcents présents pour l'enfant, sont vraiment dans l'attention, dans l'écoute, dans le respect, dans le cadre aussi, mais avec vraiment quelque chose d'un amour universel. C'est l'idéal, d'accord? Si toi non plus tu n'as pas vécu ça, bienvenue au club. En tout cas, on va vraiment prendre cet imaginaire pour essayer de sentir qu'en fait, dans ces cas-là, être perfectionniste, c'est comme si ça n'existait même pas. Il y a quelque chose de, mais en fait, si tu es accepté pleinement tel que tu es, avec les hauts, avec les bas, avec tes moments de colère, avec tes émotions, et qu'à chaque fois c'est comme accueilli, c'est guidé, et toujours dans le respect de, en fait, il y a de l'amour. Ok, je suis pas d'accord avec ce comportement, mais malgré le comportement, j'aime l'enfant que tu es, malgré et avec tout ça. S'il y avait cette solidité en fait dans le lien, et que ce soit dans le cocon familial, mais comme dans l'environnement sociétal, à l'école, avec les autres enfants, etc., il y a comme un truc de, en fait, être perfectionniste, à quoi bon, d'accord? Donc si on reprend cet exemple, mais à l'envers, dans un environnement qui est plein de stress, pour la plupart inconscient, où les parents sont pas forcément à 100% où les personnes qui s'occupent de l'enfant sont pas forcément à 100% présentes, puisqu'il y a plein de préoccupations financières, sociales, environnementales. Okay, il y a plein de choses, même en eux, d'émotions, de souvenirs qui n'ont pas été accueillis et pensés non plus. Donc il y a comme quelque chose de, en fait, ce lien inconditionnel, il n'existe vraiment pas si souvent que ça. Okay, il y a, j'espère, plein de petits moments où il y a un vrai lien, une vraie relation, et en même temps, il y a plein de manques et il n'y a aucune raison ici de culpabiliser les parents, d'accord. Je ne suis même pas parent moi-même, je suis fille, et fille de parents qui eux-mêmes n'ont pas été à 100% présentes parce que bah, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc il n'y a aucune raison ici de culpabiliser, c'est pas l'intention du tout de la vidéo. C'est juste de prendre conscience qu'en fait un enfant ou un être humain, quand il vient au monde, il a comme un quotient de besoin d'amour, de besoin d'attention, d'appartenance et d'être accepté tel que l'enfant est à 100%. Et dès que ça, en fait, c'est pas comblé, bah, il y a plein de stratégies que l'enfant va mettre en place. C'est hyper créatif, c'est hyper spontané et c'est juste inconscient, quoi. C'est tiens, mince, si je fais pas ça à 100%, si j'ai pas une bonne note à chaque fois que je vais à l'école, bah, peut-être que mon parent ou la personne qui s'occupe de moi, bah, il va y avoir une inquiétude et peut-être cette personne-là, elle va pas pouvoir me le verbaliser, mais en tout cas, il y a comme un truc de oh, mince, elle est déçue. Donc vite, il va falloir que j'ai des bonnes notes à chaque fois, parce que si j'ai pas des bonnes notes, bah, cette personne-là ou ces personnes-là, elles vont m'aimer moins. Et c'est ce que se raconte l'enfant. C'est pas forcément ce qui est verbalisé. Ça peut, hein. Mais la plupart du temps, j'imagine, les parents ou les personnes qui s'occupent des enfants, c'est plus dans
En fait, j'ai de l'inquiétude pour toi. Si t'as pas des bonnes notes, je me rends compte que tu vas te fermer des portes, en fait. Et que, vu la société dans laquelle on vit, qui met beaucoup d'attention sur les diplômes, bah, si t'as pas une bonne note dans cet environnement et dans celui-là, bah, j'imagine que peut-être ça va t'empêcher de réaliser tes rêves. En fait, c'est probablement ça qui se joue dans l'adulte, en fait, dans l'émotion de l'adulte. Mais c'est pas forcément verbalisé comme ça, et ça va plus être peut-être un regard qui fuit, ou bien une petite tension que l'enfant va sentir, parce que l'enfant il sent tout absolument à 2000%, même au-delà du vocabulaire, d'accord, au-delà de la raison. C'est vraiment plus le ressenti. Est-ce que la personne en face de qui je suis, là, dont je dépends à 100%, est-ce que cette personne, elle est vraiment disponible pour moi? En tout cas, quand j'ai des bonnes notes, j'ai l'impression que non. Du coup, je vais faire comme association directe, conditionnement. Si je suis pas excellente à l'école, je prends cet exemple-là, hein, alors je suis moins aimée. Et du coup, là, comme le bouton, entre guillemets, comme si je reprends cette analogie du gène, là, le gène dans notre ADN de relation, appartenance, bah là, il va vite être stimulé et il va se dire, mais attends, si je j'appartiens pas à ce clan, tout seul, moi, je peux pas survivre, en fait, dans la nature. Donc, parce que j'ai besoin d'être accueilli, d'appartenir à un groupe, alors je vais tout faire pour que le besoin d'attachement, le besoin de lien, il soit le plus satisfait le plus souvent. Et si dans mon souvenir, là, dans ce que j'ai ressenti, dès que j'ai des bonnes notes, c'est pas le cas, direct, je vais faire tout ce qu'il faut pour absolument combler cette attente finalement que mon environnement, donc là pour le coup l'exemple des parents, a de moi. Donc en fait, je deviens perfectionniste ou je développe ce trait de caractère-là ou ce trait de comportement en adaptation à un environnement dans lequel être juste moi, ça suffit pas. Et encore une fois, quand je dis être juste moi, ça ne suffit pas. C'est pas pour culpabiliser ou mettre la faute sur les personnes qui prennent soin des enfants ou sur une école. C'est plus comment est-ce qu'on s'est construit en tant que société au fil des siècles sur cette idée de toujours mieux faire, de toujours avoir des résultats parce que si on est en dessous, on a probablement moins d'accès. Encore, il y a quand même des réalités économiques, sociales, raciales, financières qui font que ouais, en fait, si j'ai pas forcément d'excellents résultats scolaires, peut-être qu'en effet, peut-être je vais trouver un emploi qui sera peut-être moins rémunéré alors qu'il est tout aussi utile à la société et tout aussi valeureux, mais qui n'est pas aussi bien rémunéré parce que il y a comme un élitisme qui fait que non, c'est les cadres qui auront plus d'argent que notre groupe socio-économique. Donc il y a des inégalités, c'est un fait, c'est palpable tous les jours et j'imagine depuis la crise Covid et l'inflation peut-être encore plus. Et il y a comme une organisation sociale qui, j'espère, est en train de changer, mais qui pour autant a toujours une empreinte, un impact sur nos systèmes, puisqu'on est en permanence dans cette relation-là, à l'extérieur, à l'environnement. Et vraiment, ce qui est important, je crois, à retenir, c'est cette idée que on ne naît pas on n'est pas anxieux. On ne naît et puis on n'est pas anxieux ou anxieuse. Okay, on n'est pas perfectionniste. On n'est pas dans le contrôle. C'est des modes d'adaptation, des modes de réponse à des choses qui nous stimulent dans notre environnement et qui viennent mettre en péril, qui viennent menacer la sensation de ok, là j'appartiens à ce clan, que ce soit la famille, que ce soit la famille étendue, l'école, le groupe d'amis, peu importe. Là en fait, je suis aimée. J'appartiens à cet environnement direct. Les gens avec qui je suis, même pour de vrai, me considèrent, me respectent. Je suis légitime à leurs yeux. C'est ça qu'on cherche en fait. C'est ça qui est profondément ancré pour le coup là dans notre ADN. Si on reprend cette image des gènes, là pour le coup totalement. Et tout ce qui va impacter cette sécurité-là, cette sécurité émotionnelle, ça va se traduire, ça va se transformer au fil des années. Et ça commence dès l'enfance, voire peut-être même dans in utero, hein, dans des modes d'adaptation et des nouveaux traits de caractère qu'on considérera comme être notre identité. Mais en fait, c'est pas forcément notre identité. Puisque, preuve étant, au bout d'un moment, peut-être qu'on change d'environnement ou qu'on fait un travail sur soi, de revenir à cette sécurité-là. Et qu'en fait, plus on trouve de la sécurité en nous, en faisant plein de techniques. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire aussi, je pourrais faire des vidéos là-dessus. Mais plus je développe cette sécurité à l'intérieur, et donc peut-être je change d'environnement, ou bien l'environnement il change, hein, les relations, le travail, il y a quelque chose qui change, en tout cas qui évolue, qui bouge, plus ça se fait, plus moi je me sens bien avec moi-même et mieux je me sens à l'intérieur, petit à petit peut-être que ce truc de j'ai envie absolument de contrôler tout à l'heure précise,
et qu'il y a quelque chose qui va se détendre dans mon système, et ben du coup ça va se déplacer ailleurs, la sensation de contrôle elle sera sur autre chose, ou bien elle disparaîtra. Ou ce côté de en fait il faut absolument que j'ai des bonnes notes, ben, peut-être qu'en fait je vais m'en ficher complètement au bout d'un moment, ou un peu moins, ou alors je vais quand même savoir dire mais en fait est-ce que vous m'aimez vraiment en fait même si j'ai pas de bonnes notes. Et peut-être que ça va ouvrir à une conversation avec les personnes dont on a peur en fait d'être rejeté. Donc ce que je veux vraiment partager ici, c'est l'espoir qu'on n'est pas d'une certaine manière et il n'y a rien de figé. D'accord. Il n'y a pas, encore une fois, ce trait de caractère déterministe de toi tu seras dans le contrôle toute ta vie et tu vas en baver dès que les choses elles vont pas être comme toi tu veux. Okay. Ça peut être ça hein, pendant quelques années, pendant peut-être 60 ans si c'est le cas, jusqu'au jour où en fait là je sature de fonctionner comme ça. Je sature de fonctionner comme ça, pas d'être comme ça. Là, ma manière, mon ressenti, c'est ça. Mais au fond, je ne suis pas que ça. Je ne suis pas que ce trait de comportement ou cette habitude comportementale. Je suis aussi plein d'autres émotions, plein d'autres souvenirs, plein d'autres appréhensions aussi peut-être. Mais en tout cas, comme un rayon de soleil qui est beaucoup plus large ou même un arc-en-ciel qui est plein de couleurs. Alors que là, c'est comme si on réduisait je suis anxieux, je suis de telle manière. En fait, on réduit notre spectre d'émotions et de comportement à un seul trait qui est souvent assez dépréciatif sur notre identité et qui comme nous enferme en fait dans ce comportement-là. Donc essayons petit à petit d'ouvrir le champ des possibles et de se dire ouais, en fait, dans ce cas-là, pourquoi pas prendre une feuille et se dire dans ce cas-là, quand il y a telle et telle stimulation dans mon environnement ou telle et telle pensée ou sensation, là, ben, je développe vraiment, j'active le côté en moi de perfectionniste. Ok. Parce qu'en fait, peut-être derrière, il y a ce besoin ou cette attente que je cherche à aller combler. Et vraiment, cette idée d'explorer, en fait. Si c'est l'écriture qui te parle autant que moi, bah, je t'invite vraiment à avoir ce type d'habitude de tiens, est-ce que je peux vraiment prendre conscience à quel moment, en fait, je suis colérique, par exemple, ou je suis anxieux. C'est à quel moment que cette émotion-là, elle se déclenche. Ou c'est à quel moment que, ah non, mais moi, je suis fuyant. Ouf, alors moi, dès qu'il y a un souci, je fuis. Ouais, mais dans quelle dynamique vraiment, concrètement. Utilisons la raison aussi pour essayer de mettre du sens sur ce qui se passe de manière inconsciente, de manière émotionnelle, et essayer de trouver cet équilibre entre spontané, puisque nos comportements ils vont bien plus vite hein, que notre cortex, et en même temps, est-ce qu'on peut aussi après, à tête reposée, prendre le temps de faire un peu le point sur la journée, par exemple. Aujourd'hui, j'ai eu un pic, si t'es graphique plutôt, hop, j'ai eu un pic de colère à ce moment-là, parce qu'il y a eu telle personne qui m'a dit ça, ou au contraire qui m'a pas dit ça. C'était quoi les besoins derrière. Et d'aller comme creuser, prendre le temps de relationner avec soi, d'essayer d'observer un petit peu, de s'observer, de se connaître davantage. Ça, pour moi, c'est faire du yoga, d'accord. C'est être dans cette étude de soi, Svadhyaya, l'étude de qui je suis, dans cette vraiment intention d'élargir, dans cette pluralité. Qui je suis à quel moment, qui je suis dans telles conditions, sous quelle tension, sous quelle pression. Okay. Et qu'est-ce qui me permet, en fait, de revenir à tête reposée, entre guillemets, ou de revenir dans un état un peu plus de régulation, de tranquillité, qui me permet après de voir est-ce que ce comportement il me plaît ou pas en fait. Est-ce que je sature là peut-être d'en arriver à être 35, 36 ans, peu importe l'âge que j'ai, et de me dire mais là, en fait ça fait X années que je me traîne ce même comportement, et je remarque en plus que c'est toujours à cause des mêmes choses qui me tracassent. Bon, peut-être il est temps d'aller demander du soutien à une oreille qui est là pour m'écouter, que ce soit professionnelle ou amicale, ou trouver une activité qui me fait du bien pour aller essayer d'explorer ça, de créer de l'espace. En fait, c'est vraiment ça l'intention aussi, de ne pas se réduire à un trait de caractère ou de comportement qui définirait notre identité entière. Puisque rappelons-le vraiment, notre besoin fondamental, nos besoins fondamentaux, c'est vraiment d'appartenir et d'être aimé. Et on fera tout, absolument tout, pour aller combler, nourrir ce besoin, que ce soit à travers d'autres personnes ou à l'intérieur de soi, ou des activités, ou du travail, d'accord, ou des addictions. Donc je suis perfectionniste. On peut le dire comme ça, hein, mais est-ce que je peux aussi essayer de créer une petite distance et me dire, ok, dans cette situation-là, je sens qu'il y a un truc en moi qui veut absolument atteindre la perfection. Il y a quelque chose en moi qui veut atteindre la perfection. Ok, je prends le temps d'observer ça. Je prends le temps peut-être de me prendre dans les bras si j'ai besoin, ou de bouger un peu, ou de secouer, ou de faire tout ce dont j'ai besoin là pour considérer cette émotion, pour la reconnaître, pour respirer avec, et puis pour essayer de faire le point. Du coup, ce serait quoi le contraire?
Qu'est-ce qui me permettrait dans un monde idéal, imaginaire, de me sentir serein, sereine, tranquille, même si peut-être j'arrive pas à atteindre cet objectif, ou même si je pète un plomb parce que je suis entre guillemets colérique, ou là il y a quelque chose qui a stimulé ma colère. Ok, je me suis laissé emporter par ma colère, ça arrive. Maintenant, après coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide de poser des excuses ou est-ce que je décide de prendre un petit peu d'espace dans une relation, par exemple, ou de réfléchir sur moi, d'établir des stratégies pour revenir au plus près de nous, en fait, de revenir au plus près de ce qui est à l'intérieur et ce qui est au-delà et qui englobe toutes ces émotions, tous ces traits de caractère et de comportement. Grand sujet, je pourrais en faire une vidéo de peut-être 1 heure et demie, 2 heures. Voilà, si vous avez des questions, je serais vraiment ravie de les lire. Et il y a toujours les petits pouces, c'est vraiment hyper encourageant pour moi. J'ai l'impression d'exister, ah non, ce besoin d'exister, d'appartenir à une communauté sur cette toile qu'est YouTube. Et puis n'hésitez pas à me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout, c'est là où je poste le plus souvent, ou par email aussi à m'écrire vos besoins, vos initiatives, qu'est-ce que vous arrivez à mettre en place aussi dans vos quotidiens. Et puis comme toujours, cette invitation à la compassion de sentir, voilà, il y a des moments où ça nous dépasse bien largement. Et est-ce que de temps en temps, on peut avoir un petit peu d'espace pour prendre soin avec tout ce que ça veut dire. Donc merci à toi pour cette vidéo et rappelle-toi, tu n'es ni perfectionniste, ni anxieux, ni colérique, ni borderline, ni quoi que ce soit. Tu es toi et avec tous les comportements qui se développent et qui se concrétisent au fil des années. Et grâce à eux, on arrive à survivre. Donc merci à tous ces modes d'adaptation. Après, c'est pas forcé que ça devienne un déterministe et que ça devienne absolument tout ce qu'on est. Donc à nous de retrouver un petit peu d'ouverture et de yoga, donc d'espace et d'union. À très bientôt pour la prochaine.